Bonjour. Alors, bonjour mesdames. Je vais commencer par vous dire que là commence dans l'hémicycle, donc en parallèle de notre audition, l'étude de la loi spéciale pour continuer le budget. Vous savez qu'il s'agit de choses importantes puisqu'il s'agit de payer les fonctionnaires, de faire continuer en attendant de passer le moment de crise politique si il passe. Donc voilà, vous avez ici l'image. Il n'est pas impossible que nous soyons amenés à interrompre pour aller voter dans l'hémicycle si besoin. Raison pour laquelle je vous explique ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va se permettre d'avoir l'écran parce que dans ces cas-là, et si nos voix sont appelées, il faudra que nous y allions. C'est à 5 minutes. Nous vous laisserons donc 5 minutes. Alors, mes chers collègues, donc nous avons souhaité prendre un peu de hauteur, et là je pense qu'on a besoin, en organisant cette table ronde qui réunit des professeurs d'université ayant travaillé sur les questions qui nous occupent. J'ai donc le plaisir d'accueillir Madame Geneviève Cellier, professeure émérite en études cinématographiques à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Le culte de l'auteur, qui expose les mécaniques de la domination masculine dans le cinéma français. Nous sommes très heureux et heureuses de vous entendre. Bonjour madame. Madame Marie Buscato, vous êtes professeure de sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la sociologie du travail, du genre et des arts. Et vous avez récemment co-dirigé une enquête sur le monde de l'opéra. Bonjour madame, et merci d'être ici. Madame Hélène Marquier, vous êtes professeure de l'université Paris 8, spécialiste de la danse et des études de genre, mais aussi danseuse et chorégraphe. Bonjour et merci d'être là. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Néanmoins, pour l'heure, nous peinons à mesurer correctement l'ampleur du phénomène. Les oreilles se débouchent, mais l'omerta semble encore très présente dans les milieux que vous avez étudiés. Ainsi, votre analyse de la situation sera particulièrement utile à la commission d'enquête. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Madame Cellier. Je le jure. Merci. Je le jure. Je jure. Merci beaucoup. Je vous laisse peut-être la parole pour un propos liminaire si vous en êtes d'accord et nous entamerons les questions ensuite. Ça vous va? Non? Oui, Madame Cellier, allez-y. Pardon, j'interviens ici en tant que spécialiste du cinéma français. Et donc, ça fait 40 ans que je travaille sur les représentations des rapports hommes-femmes dans le cinéma français, disons à la fois classique, nouvelle vague et contemporain, et sur la fiction télévisée. J'ai fait un certain nombre de publications, mais ne perdons pas de temps. Alors, ce sur quoi, effectivement, la raison pour laquelle j'ai publié ce livre, Le culte de l'auteur, les dérives du cinéma français, c'est qu'il m'a semblé que la situation, qui c'est donc la nouvelle brèche qui a été faite aux questions des violences dans le milieu du cinéma par la plainte de Judith Godrèche, impliquait que les réflexions que j'ai pu accumuler depuis 30 ans soient diffusées plus largement. Bon, pour ne pas vous cacher les choses, dans l'université, les études de genre, et en particulier dans les départements de cinéma, ne sont pas à l'honneur. Et donc, j'ai fait une carrière, on va dire, un peu dans les marges de l'institution. Alors, le cinéma de fiction s'est construit dans les pays occidentaux sur l'asymétrie, à privatif, entre un regard masculin voyeur et dominateur et des corps féminins érotisés, objets de ce regard, comme la chercheuse britannique Laura Mulvey l'a analysé dès 1975. Dès que le cinéma s'est révélé une industrie rentable, en France comme à Hollywood, les femmes ont été écartées des positions de pouvoir, scénario, production, réalisation, au profit des hommes
qui ont privilégié des actrices jeunes à qui on demandait d'abord d'être désirables. Comme l'a montré l'affaire Weinstein, cela a donné lieu à des pratiques qui s'apparentent au droit de cuissage et ont longtemps profité d'une véritable omerta. En France, la volonté de donner une légitimité culturelle au cinéma, désigné comme 7e art, s'est traduite sur le plan législatif en 1957 par l'attribution du droit d'auteur au réalisateur, qui, à partir du tournant des années 60, est aussi le plus souvent l'auteur du scénario. Cela a entraîné un effacement du caractère collectif de la production filmique et le culte de l'auteur, sur le modèle littéraire, dans la tradition romantique de l'artiste dont le génie solitaire engendre une œuvre qui échapperait aux déterminations sociales. Il s'agit bien entendu d'une posture idéologique qui n'a absolument rien à voir avec ce que c'est que la production d'un film. Le réalisateur qui accède au statut d'auteur est autorisé à toutes les transgressions et à tous les abus, sous prétexte de donner libre cours à son inspiration. Contrairement à l'industrie hollywoodienne, où des syndicats font face au pouvoir des studios, la France a privilégié un modèle artisanal qui fonctionne sur l'entre-soi et favorise l'arbitraire et la précarité, et aussi la hiérarchie. La révolution sexuelle, entre guillemets, des années 70-80, a amené la multiplication de scènes sexuelles focalisées sur des corps féminins dénudés, de préférence jeunes, le plus souvent imposées à de très jeunes actrices incapables de se défendre. Elles sont les premières victimes de ces pratiques parce qu'elles débutent dans leur carrière et sont soumises à une hiérarchie sans contre-pouvoir. Cette banalisation du droit de cuissage, déguisée en une histoire de Pygmalion, qui exprime son génie en révélant une inconnue, s'apparente souvent à un rapport incestueux entre un réalisateur d'âge mûr et une adolescente, bien incapable de résister au prestige de l'artiste réputé qu'il a élu. La confusion volontaire entre transgression, perversion et violence sexuelle fait le reste. Les jeunes actrices dont la carrière, sinon la vie, a été hypothéquée par des violences sexistes et sexuelles sont légion. J'en fais une liste non exhaustive dans mon livre. La liberté de création artistique qui consiste en, je cite, la capacité de matérialiser sans contrainte une ou plusieurs œuvres de formes diverses dans un domaine artistique, fermez les guillemets, a été réaffirmée en France par la loi du 7 juillet 2016. Cette sacralisation de la liberté de création a pour effet d'interdire tout regard critique sur l'œuvre d'un cinéaste dès lors qu'il est intronisé comme artiste par ses pairs et par les institutions ad hoc, Festival de Cannes, Cinémathèque française, CNC, Commission d'avance sur recettes, où les mêmes personnes sont tour à tour attributeurs et bénéficiaires des aides publiques. Depuis la nouvelle vague, le discours critique est réduit à un rôle de passeur, pour reprendre le terme théorisé par Serge Danet, entre l'auteur et le public, entraînant des rapports de connivence et d'identification contradictoires avec un regard critique sur les œuvres. Le mouvement MeToo s'est heurté en France, dans le milieu du cinéma, à de multiples obstacles, dus à l'aveuglement des élites cultivées quant à la domination masculine dans les milieux artistiques, au mythe de la séduction à la française, à la sacralisation des artistes. La première vague, en 2018, a été purement symbolique, avec la descente des marches du Festival de Cannes par 82 femmes professionnelles du cinéma. La seconde, en 2019, ouverte par l'enquête de Mediapart sur les agressions commises par le réalisateur Christophe Rougia sur Adèle Haenel, alors mineure de moins de 15 ans, a été suivie d'un backlash qui a amené l'actrice à renoncer à faire du cinéma. La troisième vague, ouverte en 2024 par la plainte de Judith Godrèche contre Benoît Jacot, a enfin entraîné un mouvement collectif des dénonciations des VHSS dans le milieu du cinéma, mais tous les verrous n'ont pas sauté, loin de là, comme en témoigne la très récente affaire de la projection du Dernier Tango à Paris à la Cinémathèque française. Le maintien avec des mandats illimités à la direction des institutions cinéphiliques les plus prestigieuses, d'hommes qui incarnent les formes les plus réactionnaires de la domination masculine, interroge sur la volonté politique des pouvoirs publics. S'il y a eu un tournant dont témoigne la création de votre commission, c'est que les VHSS, dans le milieu du cinéma, ont cessé d'être invisibles. Mais tout reste à faire pour qu'elles cessent. Même si les VHSS dans le milieu du cinéma ne sont pas seulement masculines, comme en témoigne le récent livre de Caroline Dusset sur le viol qu'elle a subi sur le tournage de Romance de Catherine Breillat,
L'égal accès des hommes et des femmes aux postes de responsabilité dans le cinéma est un des leviers pour lutter contre les VHSS. Le plafond de verre, qui maintenait depuis 30 ans le pourcentage des réalisatrices autour de 20%, a été franchi grâce au bonus de 15% accordé par le CNC aux équipes paritaires suite à l'action du collectif 50-50. Il faut généraliser ce type de mesures pour toutes les aides publiques, ainsi que la parité dans toutes les commissions d'attribution des aides. Il faut conditionner non seulement les aides sélectives au respect de la loi, mais aussi les aides automatiques, puisque, comme vous le savez, l'énorme pactole que gère le CNC est composé majoritairement de ce qui donne lieu à ce qu'on appelle les aides automatiques aux producteurs à partir du nombre d'entrées fait par le film précédent. Et donc ça, c'est un énorme pactole. Mais il faut aussi conditionner les subventions publiques aux institutions cinéphiliques à la parité de leurs organismes de direction, ce qui n'est le cas ni au Festival de Cannes, ni à la Cinémathèque française. On peut avoir un doute sur le fait que les hommes qui, pendant des décennies, ont été aveugles, sinon hostiles, disons, au respect des femmes, soient capables de mener aujourd'hui la lutte contre les VHSS. Les actions de formation aux luttes contre les VHSS doivent devenir obligatoires pour tous les postes à responsabilité, à commencer par la réalisation. Oui, j'ai vu que, bon, maintenant, c'est obligatoire pour les producteurs et ça se généralise à tous les chefs de poste. Mais moi, il me semble, compte tenu que ces abus sont, en tout cas dans le cinéma d'auteur, en général le fait des réalisateurs, ça s'impose absolument pour les réalisateurs. Et triste. Les référents VHSS doivent être présents en tant que tels dès le casting et identifiables tout au long du processus de création, de production. Et concernant les mineurs, la présence d'un référent VHSS doit être imposée, y compris en dehors du temps de travail. On sait que la plupart des agressions ont lieu en dehors des plateaux, dans les loges ou dans les chambres d'hôtel, c'est-à-dire dans les espaces où l'agresseur peut s'isoler avec sa victime. Enfin, la responsabilité financière des auteurs de délits doit être engagée dans les contrats, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où les victimes, au lieu d'être protégées, sont souvent accusées de mettre en danger les tournages. Nous avons en France, du fait du système d'aide publique au cinéma que le monde entier nous envie, des leviers efficaces pour lutter contre les VHSS. Il dépend du législateur que ce système cesse d'être aveugle aux abus qu'il a trop longtemps couverts. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. J'ai d'autres points à soulever, mais je vais... Oui, on va continuer dans les questions si ça vous va. Ça vous va comme ça? Ok. On va recevoir la Cinémathèque. On a reçu le j'ai vu que vous aviez demandé, vous les aviez convoqués. Oui, moi je vais vous poser des questions là-dessus après. Peut-être vous voulez continuer, vous voulez aussi avoir un propos liminaire, Madame Buscato, Madame Marquier? Oui, je veux bien. Allez-y. Je veux bien. Donc, déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir invité, ainsi que les collègues avec lesquels j'ai pu travailler sur ces questions. Donc, comme vous l'avez dit en me présentant, en tant que professeur de sociologie à Paris 1, ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que je suis spécialiste de la question du genre dans les arts. Donc pendant quelques bonnes 2 dizaines d'années, plutôt sur la question des inégalités femmes-hommes, minorités de genre hommes. Et puis plus récemment sur la question de la violence de genre dans les arts, en lien avec cette enquête qu'on a menée sur l'opéra. Je vais y revenir. Et puis, je suis également spécialisée depuis le même nombre d'années sur les questions du travail artistique, et finalement les conditions objectives et subjectives d'emploi des artistes. Alors, certes, dans la musique, puisque c'est plutôt là que je fais mes enquêtes, mais également dans le cinéma, dans la danse, puisqu'on travaille collectivement sur ces questions à travers des colloques, des publications, en France, mais aussi à l'international. Alors, par rapport à la problématique d'aujourd'hui, je vais peut-être répondre à partir de 2 expériences récentes. La première, c'est l'enquête que j'ai menée avec Yonela Roaric et Soline Elbert, qui est le pseudonyme choisi par cette chanteuse lyrique pour travailler avec nous, scientifique, Yonela Roaric et moi-même. Elle a été publiée, donc c'est sur les violences de genre dans l'opéra, elle a été publiée dans une revue scientifique. Et puis The Conversation lui a donné une place dans les médias français. Et on a eu un écho plutôt important dans les médias français, aussi bien autour de l'enquête que, par exemple, quand le Canard enchaîné a fait une enquête dans laquelle on n'est pas nommé, mais on m'a demandé comment j'analyserais les différents témoignages
qu'ils avaient reçu autour d'un cas précis. Donc on a pu jouer, grâce à The Conversation, ce rôle un peu d'expert scientifique, présente par le nom, mais parfois aussi dans les coulisses. Et puis, en lien avec cette première enquête, qui a été menée vraiment dans la foulée de MeToo, je travaille actuellement avec Mathilde Le Provençal, qui est plutôt spécialisée sur les arts visuels, et Sari Kartunen, qui est en Finlande et qui travaille plutôt, elle aussi, sur les arts visuels. Mais on a réuni une équipe internationale cette fois, et on est en train de publier un livre qui va être publié en anglais, parce que la thématique est bien loin d'échapper aux frontières françaises. Donc là, on a des cas sur le Japon, sur l'Angleterre, sur la Finlande, sur la France, et sur les États-Unis, dans le théâtre, dans la musique, dans le cinéma. Et finalement, les principales conclusions qu'on tire à partir de ce premier travail, qui avait aussi fait l'objet d'un séminaire d'ailleurs initiateur en 2021-2022, qu'on avait co-organisé avec donc Mathilde Provençal et Sari Kartunen. On avait fait plusieurs constats que je vais énoncer très rapidement, on pourra y revenir sur l'un ou l'autre si vous êtes intéressés. Alors du côté du constat, quel que soit le monde de l'art, on a bien des violences sexistes et sexuelles très nombreuses, prégnantes. Et on a utilisé le concept de Liz Kelly qui parle de continuum de violence, qui nous permet certes de parler de la question des violences légalement répréhensibles, comme les viols ou les agressions sexuelles dont a parlé Geneviève, mais également de se poser la question finalement du lien qu'il peut y avoir entre ces violences sexuelles légalement répréhensibles avec toutes ces remarques sexistes qui font le quotidien de toutes ces personnes qui vivent dans les mondes de l'art, qu'elles soient techniciennes, qu'elles soient administratrices, qu'elles soient artistes. Donc c'est ce que nos enquêtes montrent, c'est matin, midi et soir. On a des remarques sur le physique, sur la sexualité, sur le fait qu'on est là parce qu'on est bien fichu, on est sur scène parce qu'on a fait des choses qui n'ont rien à voir avec le professionnalisme, et en conséquence, nos œuvres, en tant que femmes notamment, et minorités de genre, les fois où on travaille sur ces personnes également, sont également dévalorisées, hein, de ce fait-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà en partie constaté dans nos enquêtes sur les inégalités femmes-hommes, dans les trajectoires artistiques, et que des enquêtes spécifiques sur les questions de violence de genre confirment, puisque là, on va vraiment recueillir des témoignages et on les met en relation pour montrer le côté structurel de ces violences. Elles sont plus souvent exercées par des hommes agresseurs, non pas que les femmes ne sont pas amenées parfois à réaliser, mais comme les hommes sont plus souvent au pouvoir et que ce sont plutôt des personnes en position d'autorité, toutes nos enquêtes parlent plutôt d'hommes agresseurs, parfois des femmes, et plutôt d'ailleurs en lien avec des hommes, très rarement des femmes seules, mais ça arrive évidemment, mais le plus souvent des hommes. Et les victimes sont le plus souvent des femmes ou des minorités de genre, même si on peut trouver aussi des hommes, notamment jeunes, voire très jeunes, dans la position d'agressés, du fait de leur dépendance ou de leur position subordonnée. Et enfin, ces violences sexistes et sexuelles, elles sont bien considérées comme prégnantes, existantes. Il y a des témoignages de personnes qui en sont victimes, des personnes qui en sont témoins, dont des hommes d'ailleurs, mais elles sont très très peu dénoncées. Très très peu dénoncées, que la blague soit sexuelle ou qu'on ait touché une partie intime de la personne ou qu'on soit allé jusqu'au viol. Et on a encore aujourd'hui des personnes qui opèrent dans ces mondes de l'art et qui sont connues dans le monde de la musique pour avoir été des agresseurs sexuels. Alors les raisons qui sont données à la prégnance de ces violences sexistes et sexuelles et à leur faible dénonciation, on a plusieurs processus, dont certains ont été énoncés par Geneviève Sellier. Le fait qu'il y ait une très forte concurrence et une très grande précarité. Donc je pense que tous les professionnels que vous avez auditionnés vous parlent dans ce matin sans cesse de la précarité, l'incertitude. Et ça affecte toutes les trajectoires. Donc on va se dire, bon, les jeunes, quand ils démarrent, ils sont particulièrement fragiles. Mais bon, j'ai 40 ans, 45 ans et j'ai peur de disparaître. Je suis très réputée, mais je suis remplaçable. Et donc finalement, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de perdre son emploi, tout le monde a peur d'être la collègue pénible, tout le monde a peur d'être le collègue désagréable, parce qu'on a des hommes qui aimeraient pouvoir agir, mais qui disent moi, je fais même des blagues sexuelles pour être comme tout le monde et pour passer comme cool. Donc on a cette peur permanente qui est favorisée en partie par cette forte concurrence. On a une sexualisation des femmes qui est observée dans le cinéma, mais qui est également observée en danse. Hélène Marquis en parlera évidemment, et qu'on trouve dans le théâtre, qu'on trouve en musique, sur scène, mais aussi dans les coulisses. Ça va on parle de cocktails, on parle de relations au moment de l'audition,
Vous pourrez lire nos textes là-dessus, hein, des citations assez étonnantes je ne recrute la personne que si je la trouve, excusez-moi l'expression, baisable. Alors que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle va chanter ou pas juste, ou qu'elle va être une administratrice ou une technicienne de qualité. Et puis on a aussi cette tolérance des personnels, sur lequel Geneviève a beaucoup travaillé, dont le cinéma d'auteur, mais ces grands noms, finalement, ces dérives comportementales seraient acceptables au nom du grand art. Et on laisse faire parce que, bon, ils sont excessifs. Et je dis « ils » parce que c'est plus souvent des hommes que des femmes, mais il peut arriver que ce soit des femmes. Mais le fait que ces personnes dépassent des frontières inacceptables dans le monde quotidien deviennent acceptables du fait de leur talent reconnu. Et pour terminer sur ce constat rapide, ce n'est pas sans conséquence sur les carrières des femmes artistes. C'est ce qu'on avait déjà travaillé sur les inégalités femmes-hommes, où on avait travaillé sur d'autres processus sociaux. Ce que nous montrent nos enquêtes, elles nous disent que déjà, on a une partie des femmes qui disparaissent, qui s'en vont, parce qu'elles ne supportent pas cet univers. Certes, pour certaines, parce qu'elles ont été victimes, mais pour d'autres, juste, elles n'ont pas envie de vivre dans un monde comme celui-là. On a aussi ces femmes artistes qui perdurent, qui se maintiennent envers et contre tout, mais qui vont se voir dénigrées, puisqu'on va leur attribuer leur succès au simple fait qu'elles sont belles ou séduisantes, ou et pas au fait qu'elles ont un professionnalisme qui parfois est nié, voire devenu invisible du simple fait qu'on va les enfermer dans cette boîte de l'objet sexuel. Et puis on a aussi ces femmes qui, pour éviter, c'était très fort dans l'enquête qu'on a faite sur l'opéra, où on avait des femmes qui disaient « Non, mais moi, c'est bon, tu vas m'interviewer, je ne suis pas victime. Je vois pas de quoi tu parles. » Et qui explique « Ah, mais tu comprends, je mets des pulls, comme ça, ils peuvent pas. Puis moi, je leur montre bien que je suis mariée. Et puis je leur parle des enfants. Et puis comme ça, je leur coupe la libido. » Donc en fait, elles ont mis en place un ensemble de stratégies de fermeture de la séduction, c'est le terme que j'avais employé pour parler des musiciennes de jazz que j'avais étudiées dans les années 2000, qui vont faire que finalement ce lien de travail qui suppose d'aller boire des pots, d'être potes, de se taper de passer des week-ends ensemble, est limité, voire rendu impossible, voire certaines ou certains refusent même de vivre dans ces contextes-là, les trouvant particulièrement inacceptables. Donc on a aussi une dernière conséquence, plus de l'ordre du psychologique, mais on a des enquêtés, femmes, parfois hommes ou relevant des minorités de genre, qui nous disent moi j'ai perdu confiance, ou je suis très en colère, donc je ne suis plus en capacité d'avoir des relations apaisées et de travailler dans ces conditions, ou j'ai honte. On a aussi des personnes qui nous parlent de honte, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles nous disent qu'elles n'iront pas jusqu'à la dénonciation de peur d'être virées, de ne pas être crues. L'une d'entre elles a une amie, par exemple, qui a porté plainte et qui s'est vue d'abord attribuer les viols qu'elle avait subis au fait qu'elle avait répondu à des SMS et qu'elle n'aurait pas dû, etc., etc. Donc on a vraiment une peur très fortement du côté des victimes ou des témoins qui pourraient éventuellement dénoncer et qui expliquent cette très faible dénonciation en 2024 comme en 2017. Donc depuis MeToo, on a des témoignages, des blogs, des articles de journaux, la presse écrite, la presse radio, la presse télé. On en parle matin, midi, soir. Vous faites une commission d'enquête et je trouve que c'est, je l'espère, un tournant. Parce que pour l'instant, nous ne constatons pas, j'ai encore eu quelques échanges du coup, avec des personnes sur le terrain, rien ne bouge. On forme, mais ça ne sert pas à grand-chose. On fait des protocoles, mais ça a l'air d'être surtout une manière de mettre, ce qu'on m'a dit, cocher une case. On a des chartes. Mais fondamentalement, les violences sexistes et sexuelles perdurent et elles sont très peu dénoncées parce qu'il reste encore aujourd'hui très difficile de dénoncer une violence sexiste et une violence sexuelle, même légalement répréhensible. Merci. Je pense que l'essentiel de nos interrogations vont porter autour de ça, parce qu'en effet, nous constatons dans cette commission l'ensemble des dispositifs existants, nous constatons aussi la permanence de ces violences, et donc le différentiel entre les deux nous interroge évidemment. Madame Marquier, peut-être un point ? Oui. Alors moi, je commencerai par compléter un petit peu ce que vous avez dit. C'est que je suis aussi impliquée sur le terrain. J'ai été 3 ans chargée de mission égalité dans mon université, et depuis, je fais partie de VSS Formation, donc qui est une émanation de la conférence permanente des chargés de mission, financée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais qui intervient dans les écoles d'art. Et évidemment, je me suis spécialisée sur ces questions-là, qui sont effectivement des terrains un petit peu différents. Donc, dernière intervention, c'était au Conservatoire national supérieur
de Paris. Voilà, et je dirais que la question de la pédagogie, elle est essentielle dans nos domaines, en tout cas sur mes domaines qui sont les arts vivants, danse bien sûr, mais aussi théâtre et musique, parce qu'on est dans des situations où les gens apprennent toujours. C'est-à-dire que quand on est chanteuse, on attend toujours de progresser, d'apprendre. Quand on est danseuse, le chorégraphe ou la chorégraphe avec qui on travaille, c'est quelqu'un aussi qui va vous apprendre. Donc il y a une interaction qu'on ne trouve pas dans le monde du travail. On n'attend pas d'un patron qu'il apprenne la comptabilité à ses collaboratrices. Alors que dans notre domaine, il y a ce côté, il va me faire apprendre et découvrir, et donc c'est assez important. Je dirais, alors pour compléter un peu les spécificités qui ont été données et qu'on retrouve, on a comme spécificité le travail du corps. Et le travail du corps qui a plusieurs aspects. Non seulement c'est l'instrument de travail, même si on a un instrument de musique, c'est le corps représenté, tu en as parlé, mais c'est aussi le corps en tant qu'instrument pédagogique. C'est-à-dire quand on est en danse ou en musique, on touche pour corriger, et c'est très bien. Mais ça crée des situations potentiellement compliquées si on n'y réfléchit pas avant sur comment on va pratiquer. Et puis effectivement, je dirais, un des points sur lesquels j'ai été amenée à travailler, c'est qu'on a énormément de mineurs. Alors, surtout en musique et en danse, un peu aussi dans le cinéma et en théâtre, mais surtout des gens très jeunes en musique et en danse. Et c'est pour ça qu'on a aussi plus de garçons, parce qu'on sait bien que ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de domination. Et donc, moi, j'ai des témoignages de danseurs et de musiciens qui étaient très jeunes. Donc, je rajouterais aussi au niveau, on a beaucoup parlé des mythes qu'on retrouve, mythe de l'artiste, du grand artiste, du démiurge, etc. Au-dessus du commun des mortels, ce qui a quand même plusieurs conséquences. D'une part, le fait que l'enseignant ou le chorégraphe ou le metteur en scène, vous substituez tous les termes possibles, en fait, c'est un maître. Et de nombreux témoignages de victimes parlent de gourou. Il était mon Dieu, on attend tout de cette personne. Et le dévouement de l'interprète ou de l'élève à son art devient un dévouement absolu à la personne qui lui enseigne, qui lui donne la possibilité d'accéder. Et la deuxième conséquence, c'est que un démiurge est insoupçonnable. Ou si on soupçonne, c'est parce qu'il est trop génial. Moi, j'étais traumatisée par les commentaires à propos de Niels Arestrup. Lundi en particulier, avant de partir travailler, voilà, j'en ai parlé dans mes cours tellement ça m'avait traumatisée d'entendre ce genre de choses. C'était le cinéma, mais on a énormément ça en danse, en théâtre, etc. Le mythe de Pygmalion, effectivement, on doit tout. On est entièrement façonné. J'ai repéré le nombre de films sur la danse qui nous parlent du mythe de Pygmalion. C'est présenté de façon à faire rêver, en plus, les jeunes élèves. Et puis, on a parlé d'un continuum avec le sexisme, mais moi, je vois un autre continuum très, très fort qui est celui des maltraitances pédagogiques qui durent là aussi pendant la carrière d'interprète. Avec ce côté, il faut forcer les résistances. Combien de fois on entend ça en théâtre? On va forcer les résistances et donc on va questionner la psychologie, la vie privée des personnes. On va imposer des prises de risques. Il faut sortir ses tripes. Et on voit bien qu'il y a une très forte différence parce qu'on ne vous demande pas ça sur d'autres thèmes. Mais dès qu'il est question de sexualité, de désir, à ce moment-là, il faut forcer les résistances. On a aussi ce mythe extrêmement ancré, c'est qu'en art, on ne peut apprendre et progresser que dans la souffrance. Voilà. Plus on est maltraité, plus c'est la preuve que la personne s'intéresse à vous et donc que l'on va progresser. Et ça crée des phénomènes d'emprise et c'est extrêmement présent et encore malheureusement à l'heure actuelle. On a aussi le mélange des registres. Alors c'est à plusieurs niveaux. Mélange des registres entre représentation et réalité.
si vous êtes amené à, sur une scène d'opéra, tout à fait au hasard, à faire une scène de viol, on vous dit improviser. C'est de la réalité. On ne demande jamais ça quand vous avez une scène de meurtre ou une scène de bagarre. Tout est précisé, tout est chorégraphié. Or là, la représentation et la réalité se confondent complètement. Et il faut, on vous explique, je l'ai entendu, qu'il faut éprouver du désir ou non. On est sur scène, on apprend à donner l'impression d'avoir du désir. C'est un métier, c'est une sphère professionnelle. Or, il y a vraiment une confusion entre représentation et réalité qui touche précisément cet aspect-là. On ne vous demande pas d'avoir tué vos enfants pour jouer Médée. Voilà. C'est mieux. Mais on vous demande quand même de mimer des scènes de sexe, d'avoir du désir. On vous explique que le créateur, le metteur en scène, le chorégraphe doit éprouver du désir pour ses interprètes. Donc voilà, ça c'est une première confusion. Et puis aussi une confusion entre le privé et le professionnel. Et ça, c'est pas facile, enfin c'est un endroit assez difficile parce qu'on travaille sur du sensible, que facilement il y a des relations d'amitié, d'admiration qui vont se mêler. Et peut-être que justement c'est un domaine à travailler, cette séparation entre privé et professionnel. Voilà, et puis bien entendu, l'emprise qui résulte de tous ces phénomènes et qui est particulièrement prenante. Et c'est vrai que le chantage affectif est quand même extrêmement présent dans tous nos domaines avec différents niveaux. Voilà, et je rajouterais juste parmi les conséquences, dans les arts vivants, c'est aussi les conséquences physiques. Parce que si vous êtes mal, si vous êtes crispé, c'est là où vous cassez la voix, c'est là où vous avez un accident, et puis en plus, vous n'allez pas oser le dire. Et donc, ça va empirer. Donc, on a en plus ce phénomène-là qui se surajoute à tous les traumatismes psychologiques et les abandons, etc., etc. Merci beaucoup, merci pour vos propos liminaires. Je vais peut-être commencer, si vous me le permettez, par une première question. Moi, j'ai vraiment... il y a des moments même où je ressens de la colère, de la différence entre le discours affiché de bonne volonté, de dispositifs multiples et variés qui ont été mis en place. Et sur la base de ces déclarations, en effet, des efforts sont faits. Sur la base de ces déclarations, objectivement, il y a des choses qui sont mises en place qui n'existaient pas auparavant. Et voilà. Et d'un autre côté, la permanence des violences. Et c'est pour ça que j'aimerais vous entendre sur l'affaire du dernier tango à Paris, parce que je trouve que ça dit beaucoup, en fait, de la différence entre l'existence de dispositifs et puis la résistance d'une mentalité sexiste, je ne sais pas comment la qualifier autrement, ou la résistance d'une culture du viol. Comment vous interprétez, je voudrais vraiment vous entendre là-dessus sur le dernier tango à Paris. On va auditionner la Cinémathèque mercredi, donc après-demain. Et en effet, voilà, c'est sur cette base-là aussi qu'on a accéléré leur audition. Mais vraiment, qu'est-ce que vous, en tant que chercheuse sur ces domaines-là, comment vous voyez ça, comment vous analysez ça depuis votre regard de chercheuse ? Là, on touche, je dirais, on touche au cœur du problème. C'est-à-dire que cette espèce de dissociation que vous avez constatée entre les discours officiels et les pratiques, elle tient à ce que dans le milieu de la cinéphilie, dans les institutions qui gèrent, y compris les ressources économiques qui sont considérables en France, il y a ce qui fonde ce monde, c'est le culte de l'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. C'est-à-dire que la Cinémathèque, pour ne pas la nommer, depuis des décennies, organise le culte de l'auteur. Et la conséquence, c'est que, par exemple,
parmi toutes les rétrospectives qui sont proposées par la Cinémathèque, le nombre de femmes, réalisatrices ou actrices, est absolument infime. Parce que la figure de l'auteur est absolument le pilier de ce système. Et l'auteur entend qu'il est intouchable. Alors, en même temps, c'est un système, si vous voulez, de l'entre-soi. C'est-à-dire que les pairs élisent ceux qui sont intronisés comme auteurs, et ils profitent ensuite de cette connivence. C'est-à-dire que c'est un système complètement verrouillé. Et donc l'hommage à Marlon Brando, c'est le fait que, si vous voulez, la conséquence de ce système, c'est qu'il n'y a jamais le moindre regard critique sur les représentations. C'est-à-dire, si vous laissez... moi, le lien que je fais, c'est entre les pratiques et les représentations. C'est-à-dire que, en particulier depuis la Nouvelle Vague, où on est passé d'un cinéma, disons, patriarcal à un cinéma masculiniste, c'est-à-dire à la première personne du masculin singulier, comme je l'ai appelé dans mon livre sur la Nouvelle Vague, on est dans un système où le génie de l'auteur s'exprime à travers, en particulier, ses fantasmes sexuels. Il y a une confusion complète entre la notion de créativité et les fantasmes sexuels. Et ça a été le tournant, c'est pas la Nouvelle Vague, c'est la pseudo-révolution sexuelle des années 80. C'est-à-dire le moment où le mouvement d'émancipation des femmes a été dévoyé, en particulier en France, à travers justement la reprise en main masculine, comme une injonction faite aux femmes à se rendre disponibles au désir des hommes. Et c'est ça, maintenant, si vous voulez, le cœur de la forteresse, c'est ça. C'est que le génie s'exprime à travers des fantasmes sexuels, et les fantasmes sexuels sont des fantasmes masculins qui permettent disons, de faire subir aux actrices, à travers justement le fait qu'elles doivent incarner des fantasmes, tous les abus qu'on peut imaginer. Mais si vous voulez, tant qu'on n'aura pas un regard critique sur les représentations que propose ce cinéma, on n'avancera pas. Je veux dire, le dernier tango à Paris n'a jamais donné lieu à une critique sur le fond. Qu'est-ce que c'est que ces représentations des rapports hommes-femmes ? C'est un film génial, tellement subversif. Enfin, l'idée que est subversif toute représentation d'un fantasme masculin violent, parce que c'est ça en fait. Hein. Ce qui n'a rien de subversif en réalité. est totalement intériorisé par la cinéphilie dominante. Donc voilà, donc ils vous laissent parler, ils font semblant d'eux, mais bon, puis je voudrais quand même soulever un problème, c'est que autant à la Cinémathèque française qu'au Festival de Cannes, le même individu, depuis des décennies, exerce un pouvoir discrétionnaire avec des mandats illimités, et ça me paraît absolument anormal. Il n'y a aucune entreprise où ça se passe comme ça. Il a un conseil d'administration à sa botte, je parle aussi bien de Thierry Frémaux que de Frédéric Bonneau. Hein. Ils sont d'une efficacité redoutable pour étouffer toutes les tentatives d'ouverture, et ils continuent à avoir le droit de le faire, alors qu'ils dépendent totalement des subsides publics. Et que donc, les pouvoirs publics seraient tout à fait habilités à demander des comptes. Mais on ne leur demande pas de comptes. Merci. C'est bon pour cette réponse. Oui, il y avait des éléments que vous voulez compléter peut-être. Est-ce que vous pourriez faire... Que j'ai le droit de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas répondre à cette question-là, mais à celle qui est juste à côté, qui est pourquoi ça ne bouge pas. Donc, ça fait, comme je le disais, une vingtaine d'années que je travaille sur les inégalités femmes-hommes. On a été quelques-unes, Hyacinthe Ravet, Delphine Naudier, Hélène Marquet, sur différents...
Geneviève Cellier, qu'on avait invité d'ailleurs dans des différents colloques, et puis d'autres dans les pays étrangers, qui avons travaillé sur les inégalités femmes-hommes, et progressivement, en lien avec différentes institutions publiques, dont le ministère de la Culture, on a pu faire des tables rondes. Le ministère de la Culture et d'autres institutions comme le Centre national de la musique a financé des enquêtes. Et progressivement, alors que tout le monde disait c'est un scandale, il faut des femmes réalisatrices, il faut des femmes musiciennes de jazz, il faut des femmes chorégraphes qui soient respectées, etc., etc., ça ne bougeait pas vraiment. Hein. On avait beaucoup de tables rondes, beaucoup de presse, d'articles de presse, beaucoup d'enquêtes qui se... Bon. Et puis progressivement, toutes ces enquêtes ont fini par arriver à une conclusion que j'avais présentée lors d'un comité du ministère de la Culture en 2022. J'avais été invitée comme experte scientifique, qui était que globalement, quand il n'y a pas une action formelle organisée, quand il n'y a pas une obligation à changer, ça ne change pas. D'abord parce que les rapports femmes-hommes, enfin la question du genre, c'est quelque chose on est socialisé à voir et à vivre les choses en tant que garçon, en tant que fille. Et toutes ces personnes d'ailleurs non binaires ou dans les minorités de genre sont stigmatisées, voire harcelées de ce simple fait qu'elles remettent en cause la binarité. Parce que le talent, c'est tellement premier qu'on ne va pas toucher aux possibilités de tous ces grands créateurs, parfois créatrices, mais surtout créateurs, parce qu'aussi, il y a la précarité, la concurrence, c'est tellement dur pour tout le monde, on ne va pas en plus s'occuper de faire qu'il y ait plus de femmes qui existent et qui évoluent. Et la seule chose qui est en train de faire bouger les choses, on le voit dans le jazz, on le voit dans l'opéra, on le voit partout, c'est la discrimination positive. C'est-à-dire le fait de mettre en place des obligations. L'ONJ était 100% masculin, du jour au lendemain, il est 50-50, parce que le ministère de la Culture a dit « je vous donne de l'argent si vous êtes à 50-50 ». Donc je ne sais pas ce que ça veut dire pour les violences sexistes et sexuelles, mais je pense qu'on est à peu près au même endroit. Ça fait 7 ans que ça dure. Aucune institution publique, qu'elle soit sectorielle ou non, ne demande de faire des enquêtes. Moi, je fais cette enquête sur l'opéra parce que l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne paye mon salaire. Je n'ai pas 1 euro pour faire cette enquête. Et pareil pour Yonela Roaric, et Soline Elbert l'a fait sur son temps libre. Je suis en train de monter ce projet international, on n'a pas eu 1 euro. On fait tout parce qu'on connaît les éditeurs, on leur montre que ce qu'on fait c'est original, on a fait nos séminaires en ligne parce qu'il n'y a pas d'argent. Ma collègue Mathilde Provençal étant à Munich, il y a un peu d'argent, donc on a réussi à aller à Munich. Enfin, on est dans une... Et personne dans les institutions publiques, je parle bien de ceux ou de celles qui sont censés agir, je parle du Centre national de musique, du ministère de la Culture, n'a lancé d'appel à projet scientifique, n'a engagé de recherche. Personne n'a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Ni dans l'opéra. Moi, l'opéra, La Croix m'a interviewé, Libération en a parlé, France Musique, tout le monde en a parlé. J'ai pas un seul organisme de recherche dans le CNRS, j'ai monté un projet récemment, n'a voulu me financer. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui comme si ça n'existait pas. Les violences de genre vont finir par disparaître. Donc vous faites votre commission d'enquête, ce qui m'a énormément enchantée quand j'ai reçu votre convocation, parce que c'est la première fois que je vois une institution publique s'intéresser à la question. Depuis 7 ans qu'il y a MeToo. Et que les collectifs se multiplient, enfin vous les interviewez d'ailleurs, c'est des gens qui sont dans le bénévolat, qui font ça en dehors de leur temps de travail, qui prennent des risques professionnels, que ce soit des hommes, des femmes, etc. Donc on est dans quelque chose de très étonnant. Et donc sur les inégalités femmes-hommes, ça s'est fait sur 10, 15, 20 ans. Peut-être qu'on pourrait aller plus vite sur les violences sexistes et sexuelles. Et je pense que du coup, voilà, parler d'une affaire ou d'une autre, finalement, est moins important que se poser la question de savoir pourquoi on ne veut pas comprendre comment ça marche et comment cette connaissance approfondie pourrait nourrir l'action publique. En politique, on appelle ça la théorie de l'oreiller. On étouffe dans l'oreiller les voix de ces femmes. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Moi j'ai lu Madame Cellier avec beaucoup d'intérêt votre livre. Alors ce qui est très frappant, c'est que alors la nouvelle vague prend cher, si je me permets cette expression avec vous. Vous voyez pas beaucoup de grâce, même dans la production artistique de ces films. J'ai eu l'impression que il n'y a pas beaucoup de films qui vous ont plu. C'est assez frappant, mais mais après voilà. Et ce qui est très 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 frappant, c'est que vous partez de Maria Schneider. On vient d'en parler avec Dernier Tango à Paris. Donc 1972 il me semble, et vous remontez jusqu'à Judith Godrèche dans votre livre, et même un peu après, et ce qu'on voit, c'est que c'est en réalité générationnel, c'est-à-dire que pour le coup, est-ce qu'on va réussir à changer là, nous, mais c'est les mêmes
ça perdure depuis ce moment-là, non? Enfin, il me semble que... Enfin, vous nous citez des comédiennes, toutes des comédiennes qui parfois connues, qui parfois ont fait carrière, parfois ont été complètement invisibilisées, parfois ont été broyées, mais on sent que depuis, même peut-être de avant Dernier Tango à Paris, on a la prédominance d'un système qui broie les femmes. Alors, nous, on est là pour essayer de changer les choses. J'espère qu'on va y arriver. Et là, ma question aussi, elle est celle-là. Est-ce que quand même, parce que vous sentez que ça a un peu changé ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent ou pas du tout? Parce que sinon, la tâche, vous nous mettez une tâche un peu difficile quand même. Permettez quand même que je remarque que la Cinémathèque est déprogrammée. Le Dernier Tango à Paris, et sans doute quand même la mobilisation autour de Maria Schneider tient un peu de votre livre. Permettez quand même. Non, je n'aurais pas cette prétention, mais si vous avez remarqué, les arguments qu'emploie la Cinémathèque n'ont absolument rien à voir avec l'enjeu du débat. Hein. Et ça, c'est Frédéric Bonneau est coutumier du fait. Hein. Chaque fois, s'il annule, quand il a annulé la rétrospective Brissot, c'est parce qu'il y allait y avoir du désordre. Hein. Mais jamais il n'y a aucune prise de position. Donc là, il y a un vrai problème, hein, il y a un vrai verrou. Et les pouvoirs publics ont une responsabilité. Alors, pour répondre... Alors, d'abord, si dans mon dernier livre, je ne m'étale pas sur la nouvelle vague, c'est parce que j'ai déjà écrit sur la nouvelle vague. Hein, la nouvelle vague, un cinéma au masculin singulier, qui est un bouquin scientifiquement rigoureux, comme on dit, et où j'analyse, c'est-à-dire, si vous voulez, moi, je ne suis pas dans un rapport d'amour ou de haine avec les films. J'essaie de comprendre de quoi ça parle et comment ça en parle. Et donc, ce que j'ai fait à propos de la nouvelle vague, donc dans ce livre qui est paru en 2005 et qui va être réédité chez Amsterdam l'année prochaine, c'est d'essayer d'analyser qu'est-ce que c'est que cette peinture des rapports hommes-femmes. Qu'est-ce que ça apporte par rapport au cinéma patriarcal antérieur, populaire? Qu'est-ce que ça change? Et donc, ce que j'ai repéré, c'est que dans ce cinéma de la nouvelle vague, c'est là où émerge la posture du Pygmalion. C'est pas un hasard si la première phase de l'œuvre de Godard se fait à partir de Anna Karina, qui a 17 ans et qui ne parle pas français quand il la repère, hein, et qui va donc lui servir de muse jusqu'en 65, donc entre 60 et 65. Et puis après, il la renouvelle. Hein, il la renouvelle. Donc le principe, si vous voulez, vous disiez c'est un phénomène générationnel. Oui, au sens où c'est chaque fois un rapport de domination. C'est-à-dire, ce sont des hommes de 40 ans qui ont une certaine stature sociale, qui jettent leur dévolu sur des très jeunes femmes qui n'ont aucun pouvoir social. Et maintenant, c'est ça que je voulais dire en parlant de... C'était intergénérationnel. Ah mais absolument, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est là où on s'aperçoit que, malheureusement, en France, le monde de l'art est le dernier bastion de la domination masculine. Et ça, c'est quand même triste, hein, dans la mesure où l'art a tellement de prestige dans notre pays, et qu'en réalité, il est vraiment le dernier bastion des comportements les plus archaïques, en particulier cette posture de Pygmalion, qui est une négation de tout ce qui est collectif, parce que c'est ça aussi, moi, si vous voulez, oui, c'est que ce mouvement qui sacralise l'auteur balaye complètement la réalité collective de la création au cinéma. Mais ça, c'est très important et on l'a beaucoup entendu. Un complément, puis après, moi, j'aurais des questions sur... En réalité, d'un point de vue... si on prend une date de début, 1957 et le changement du statut du droit d'auteur pour les réalisateurs a une importance forte sur cette idée. Effectivement, dans les films français, c'est un réalisateur.
c'est jamais tellement parlé comme, enfin c'est jamais vraiment une œuvre commune. Et donc là, est-ce que sur cette question-là on va pas sans doute revenir sur le droit d'auteur des réalisateurs. Je pense qu'on va avoir quelques soucis si on fait ça. Voilà. Mais est-ce que vous pensez vraiment comme moi que c'est un acte fondateur de quelque chose qui a détruit une vision d'un cinéma qui aurait pu être collectif, plus inclusif? Premier point. Et deuxième point, parce que je l'ai noté, puis j'ai oublié de vous le demander, l'expression 7e art. C'est une expression française ou c'est une expression que d'autres pays utilisent aussi? C'est que français, hein, on est d'accord, hein? C'est en France que s'invente cette posture dans les années 20 à travers des gens qui sont à la fois des critiques et qui vont devenir des cinéastes comme Louis Deluc, s'invente l'idée que le cinéma pourrait être de l'art, alors que, à cette époque-là, il est un divertissement populaire que l'élite cultivée méprise. Et donc, tout le mouvement culturel qui s'opère à partir des années 20 et qui va s'affirmer dans les années 50, en particulier à travers les cahiers du cinéma, c'est arracher le cinéma populaire à sa gangue pour en faire un art légitime, c'est-à-dire un art individuel. Autrement dit, il y a une espèce de confusion entre l'idée de création et l'idée petite bourgeoise de l'individu. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir et la façon dont les gens des cahiers ont balayé tout le cinéma qui existait avant eux, et dont, pour avoir travaillé dessus, je sais qu'il a plein de choses très intéressantes. C'était effectivement un art collectif, et donc avant 1957, il y avait quatre auteurs à un film. Le scénariste, le réalisateur, le compositeur et l'opérateur. Et en 1957, donc, il y a ce mouvement qui correspond aussi au moment où Malraux va arriver au ministère, où De Gaulle va créer le ministère de la Culture. Donc c'est tout un mouvement, si vous voulez, qui vise à légitimer le cinéma comme art. Mais justement, en essayant de faire oublier sa nature collective et populaire. Merci pour ces précisions. Précisément, ce que vous montrez extrêmement bien, mais chacune dans vos travaux, c'est à quel point on passe d'un objet collectif et populaire à l'appropriation par quelques-uns du savoir, l'appropriation des compétences qui seraient exclusives de certains et d'appropriation par l'autre. Moi, je voudrais revenir sur une visite qui m'a beaucoup marquée, c'est la visite de l'école de danse de l'Opéra de Paris pour les enfants, donc de l'école pour les jeunes, pour les mineurs qui veulent rentrer dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Cette visite m'a marquée parce qu'il y a eu un cas de violence sexuelle assez grave sur un mineur qui a été bien géré, il n'y a pas de doute là-dessus, et qui a fait l'objet d'une prise de conscience réelle, et ça, tout le monde en convenait. Pour autant, ce qui m'a vraiment marqué, et qui tourne dans ma tête depuis, c'est que c'est comme si c'était la seule et unique fois que cela s'était passé dans l'histoire de l'opéra. Et quelque chose me fascine là-dedans, parce que ça me semble absolument impossible, compte tenu du contexte, que ça soit le seul cas qui se soit produit dans cette institution. Et pour autant, une fois que ce cas a été révélé, eh bien, il y a eu une prise de conscience manifeste de l'institution, indéniable, qui a été prise en compte. Et en fait, je me demande ce qui se passe, ce qui s'est passé, et pourquoi on a découvert qu'à l'occasion de cette situation, l'existence même de violences sexuelles sur les enfants, possiblement, et l'existence même de violences sur le corps des personnes. Enfin, je ne sais pas s'il y a une réponse à apporter à cela, mais vraiment, je trouve que cette espèce de compréhension maintenant me semble à la fois louable et extrêmement tardive en réalité.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que le système proxénète, il existait à l'opéra. Je travaille sur le 19e siècle. C'est clair que... Toulouse-Lautrec, mais bien sûr. Voilà, et on est sur des réalités, alors il faut les chercher dans les archives. Et en même temps, c'est là où on revient à cette différence entre réalité et représentation. C'est-à-dire que la représentation, c'est que l'opéra, le foyer, alors de la danse, hein, pas du chant, c'est un lieu de galanterie, de prostitution pour les femmes. En fait, c'est pas ça. C'est un lieu de violence masculines qui sont exercées. Alors j'ai un témoignage d'une danseuse qui est assez rare. C'est les abonnés, mais c'est pas que les abonnés, c'est tout le monde, tous les hommes, les autres danseurs, les musiciens, les régisseurs. Voilà, c'est institutionnalisé. Et quand on regarde les écrits des syndicats, des philanthropes de l'époque, c'est encore pire dans les cafés-concerts, dans les théâtres. C'est vraiment généralisé, c'est institutionnalisé pratiquement, ça va de soi. Ça va de soi. Donc voilà, ça existe depuis très longtemps. Et en même temps, ce que disait une figurante 1800, je ne sais plus combien, elle disait, voilà, le prestige de l'opéra dissimule tout. Là, il y a ce prestige. Donc, en même temps, il y a une prise de conscience. Alors, je voudrais aussi dire que, oui, la danse classique et l'opéra mobilisent un peu les regards, mais les violences sexistes et sexuelles, c'est tous les domaines, toutes les disciplines, le contemporain, le hip-hop, le jazz, c'est réparti. C'est juste, je dirais, les conditions qui sont parfois différentes, mais c'est partout. Et puis, l'opéra, c'est une institution extrêmement lourde au niveau du fonctionnement. Et aussi où les gens sont formés là, très jeunes, rentrent très jeunes. Donc c'est difficile, la prise de conscience est difficile, y compris pour les victimes. Ensuite, le coût de parler est très élevé. Il y a aussi toute cette éducation. Je parlais d'apprendre dans la souffrance. Voilà, c'est quand même extrêmement présent. Et donc, ça a du mal à sortir. Alors, je ne sais pas si je pensais à la même affaire. C'était un surveillant, c'est ça ? C'est ça. Ouais, donc, c'était un surveillant. Voilà, c'est ça. Alors, c'était la deuxième question que je voulais vous poser juste après. C'est-à-dire que, bon, alors en effet, le monde de l'opéra vient quand même d'une histoire où la prostitution, les petits rats de l'opéra étaient quand même extrêmement connus. Et donc là, c'était un surveillant. Donc, ma question suivante, c'est si ça n'était pas un surveillant. C'est la question qui se pose. Alors, je n'ai pas d'informations, mais par exemple, c'est à Dresde, où je crois qu'un danseur a dénoncé un maître de ballet, et c'est le danseur qui a été renvoyé. Alors, comme c'était... Alors, je ne sais plus si c'était Étoile, premier sujet, mais donc, voilà, il a été réengagé. Mais imaginez un danseur du corps de ballet. Comment vous voulez dénoncer alors que vous perdez votre travail ? Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Je dirais que plus l'institution est puissante, hiérarchisée, et évidemment, plus c'est difficile. Mais ça n'empêche pas que dans les petites compagnies, ça se déroule aussi. Mais je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience qui vient beaucoup aussi de la base, c'est-à-dire les enseignants, les professeurs de danse. On a eu au Centre national de la danse une journée au mois de juin. Il n'y a jamais eu autant d'inscrits, et c'était des enseignantes et des enseignants de danse contemporaine, de danse classique, voilà, qui venaient pour s'informer, pour savoir et comment on fait et comment on peut faire aussi pour se former. Et ça, c'est plutôt rassurant aussi. Et c'est des gens qui, très souvent, c'est comme en musique, hein, j'ai beaucoup eu de témoignages de professeurs de musique qui eux-mêmes avaient été victimes et qui souhaiteraient que ça ne se reproduise plus. Ok, merci. Vous aviez une question ? Oui, juste... On a parlé de la cinémathèque, on va les auditionner, mais moi j'aimerais avoir votre avis sur justement un certain nombre de films que certains appellent des films abîmés. Alors il y a les films abîmés qui sont ceux qui ils sont abîmés parce qu'il y a eu des comportements mais qui ont été traités durant la production, et voilà. Mais il y a aussi les films d'histoire, et là je reviens à la cinémathèque. Par exemple,
est-ce qu'on doit diffuser Dernier Tango à Paris à la Cinémathèque, et comment on accompagne cette diffusion, parce que c'est ça le sujet. Moi, ça me choque pas qu'on diffuse Dernier Tango à Paris, mais si on explique et si on explique les faits, et si on dit pourquoi ce film, quelque part, par les actes de Bertolucci et Marlon Brando, est frappé d'un certain comment dire, d'un certain nombre de sujets et de problèmes, est-ce qu'on peut quand même les diffuser pour justement aussi peut-être expliquer que ça dit des choses sur plein d'autres films. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des films comme ça, qui sont des mythes du cinéma, les montrer en expliquant et en démontrant les sujets, et c'est votre travail, vous, les universitaires du cinéma, est-ce que c'est utile ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut brûler les pellicules de la Cinémathèque dans un grand feu de joie qui me rappellerait certaines choses qui ne sont pas non plus les plus comment dire, souhaitables. Et en plus, quand on brûle la pellicule, c'est pas terrible. Alors là, le problème, c'est l'absence totale de regard critique, y compris chez les universitaires. Hein. Y compris chez les universitaires. Ah ben oui, moi je suis toute seule. Et j'ai toujours été toute seule. Alors, dans la génération des gens que j'ai eus en doctorat, par exemple, il y en a quelques-uns qui ont eu des postes, mais je dirais que c'est 2 fois plus difficile pour quelqu'un qui a fait une thèse sur les questions de genre d'avoir un poste que pour quelqu'un qui a fait sa thèse sur les questions d'esthétique. Là, si vous voulez, il y a un continuum, alors... c'est pas le même. Il y a un continuum qui, entre le milieu professionnel, le milieu critique et le milieu universitaire, et le milieu institutionnel, sur l'idée que tout regard critique sur les films, à partir du moment où il s'agit d'auteurs, est déplacé. Et donc, si vous voulez, vous avez des générations d'étudiants dans les départements de cinéma qui n'apprennent pas à avoir un regard critique. Et donc, les gens de la Cinémathèque sont extrêmement à l'aise parce qu'ils sont totalement incapables d'avoir un regard critique sur les films qu'ils montrent. Il y a cette tradition, si vous voulez, française, c'est vraiment une tradition française, qui est que la seule relation valable au film, c'est une relation d'amour. Hein, au cahier, on disait, on n'écrit que sur les films qu'on aime. C'est toujours comme ça, hein, à positif aussi. Et donc, la responsabilité citoyenne qui consiste à examiner les œuvres d'art en se demandant de quoi elles parlent et comment elles en parlent, a disparu. A disparu. Et ça, c'est quand même la France. Hein. En France, la culture est sacrée. Et donc, que ce soit Flaubert ou que ce soit Truffaut, on n'interroge pas les représentations. Oui, mais Picasso, c'est plus facile à la limite. Mais je veux dire, on est dans l'esthétique, on est dans l'art, on est dans les formes. Et moi, je passe mon temps à me faire insulter comme sociologue. Alors, ça, évidemment, ça me fait rire. Mais je suis accusée de sociologisme. Mon Dieu, n'allons pas sur ce terrain. Et pourquoi? Parce que je porte un regard critique sur les représentations. Et ça, si vous voulez, cette tradition, elle existe dans les pays anglo-saxons. Hein. Tout à fait, parce que c'est tout à fait normal qu'on s'interroge sur les représentations des objets culturels qu'on nous propose. Eh bien, en France, cette posture critique a été annihilée, littéralement annihilée, pour être remplacée par une posture de culte, c'est-à-dire les critiques sont des prêtres qui rendent un culte aux dieux, au pluriel, hein, et donc évidemment quelqu'un qui vient dire oh, attention là, je trouve quand même que ben non, c'est totalement déplacé, c'est totalement déplacé. Donc, Madame Buscato, peut-être, ou Madame Marquier, vous vouliez compléter? Il y a juste quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais on n'est pas sur une question de représentation en plus ici. Dans le cas de ce film, c'est pas la représentation d'un viol, c'est un viol. Et donc ça pose aussi un problème d'une autre dimension.
c'est pour ça qu'à chaque fois, je me déplace en disant, faisons des enquêtes sociologiques, au sens, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais ce que plus de 20 ans de sociologie du travail artistique m'a appris, c'est que si on ne sait pas quelles sont les dynamiques sociales de construction d'une œuvre musicale, la manière dont elle est critiquée de manière genrée, par exemple, ou d'une œuvre cinématographique ou d'une œuvre dansée, on ne sait pas finalement ce qui se passe. On sait ce que les gens en disent, la manière dont ils ou elles témoignent, mais on ne sait pas comment ça se construit et éventuellement voir comment on peut ou pas agir sur la situation. Ça, c'est de votre ressort, c'est pas du mien. Mais ce qui m'étonne sur les violences sexistes et sexuelles, c'est que ça fait 7 ans qu'on a des blogs, des collectifs, des témoignages dans les écoles d'art, dans les médias, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et qu'on a une enquête sociologique, celle que j'ai menée sur l'opéra avec Yolena Roharic et Soline Elbert, et une autre qu'on vient de mener, sur laquelle on est en train de terminer d'écrire, sur le jazz. Et je n'ai vu aucun appel à projet, je n'ai été invitée par aucune autre institution publique, alors que tous les mois, je suis invitée pour parler d'égalité femmes-hommes, sur les mêmes sujets. Donc, pourquoi les violences sexistes et sexuelles, personne ne veut y toucher, ni dans les institutions publiques, ni dans les tables rondes, si ce n'est des collectifs de bénévoles. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale. Donc ça, il y a quelque chose qui m'interroge sur personne... Enfin, ça brûle. Il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne suis pas dans la tête de ces personnes qui n'ont pas envie de lancer des appels à projets scientifiques et de financer des enquêtes collectives sur le sujet, parce que c'est là où nous, on peut apporter des choses. Enfin, Hélène Marquier et Geneviève Solier, on s'est rencontrés dans des colloques, dans des séminaires, et on travaille ensemble sur la critique d'art à un moment donné avec Hélène, sur les réalisatrices de cinéma avec Geneviève. Enfin, c'est comme ça aussi que s'il n'y a pas d'argent, on peut pas... Enfin, et c'est pas très cher, hein, mais il faut au moins impulser pour que nous, on puisse dire à nos laboratoires de recherche sur nos institutions, bon, je travaille pas juste avec mon salaire, je travaille aussi parce qu'il y a des gens que ça intéresse. Madame Legrain. Merci beaucoup pour ces propos très intéressants. Et ces derniers propos qui nous montrent qu'on est encore loin de l'invasion du wokisme dans la recherche et l'université, puisque visiblement, il n'y a pas tant que ça d'études sur ces questions-là. Et je voulais revenir, en fait... Monsieur Balanon en a parlé, mais revenir sur cette question et aussi vous permettre du coup de développer des argumentaires face à ces accusations de censure, hein, de l'idée que finalement, rechercher, enquêter sur les conditions de création d'une œuvre, les violences qui ont pu être commises autour d'une œuvre pendant le tournage de cette œuvre, finalement ça pourrait aboutir à vouloir faire taire, faire des auto-da-fé. C'était un peu le sous-entendu de Monsieur Balanon. Et j'aurais aimé vous entendre sur le pendant de cette censure-là, c'est-à-dire le fait que dans vos recherches, en quoi l'existence des violences sexistes et sexuelles dans le domaine artistique crée un grand plan de censure et de silenciation d'œuvres féminines, de regards féminins y compris sur l'art, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois qu'on n'interroge jamais le fait que la programmation n'est que la programmation d'œuvres qui ont bien voulu qu'on a bien voulu rendre canoniques, etc. Et qu'il y a des œuvres féminines. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, il y a tout un pan de l'art qu'on ne voit pas, qu'on invisibilise et qui est jamais traité comme une censure. Et toutes ces femmes qui quittent le cinéma et toutes ces femmes qui quittent la danse et qui quittent... Jamais elles ne sont... on va dire que c'est une censure pour l'art. Et ça m'amène à la deuxième question. Ce que vous venez de dire m'éclaire énormément sur le rapport à la critique. C'est-à-dire que c'est aussi une vision de l'art qui est charriée avec cette prédominance des violences ou cette façon de laisser les violences. Parce que c'est une vision de l'art qui est violente, d'un art en fait qui met sous emprise, hein, il faut l'aimer ou se taire, un art qui silencie, qui provoque pas le débat en fait, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le critiquer et quelque part il nous saisit et il ne nous émancipe pas. Et du coup, est-ce que vous pouvez aussi nous ouvrir des perspectives, parce qu'on parle beaucoup ici de comment lutter contre les violences, etc., mais finalement on se retrouve à parler moins d'art, mais en quoi c'est complètement émancipateur potentiellement pour l'art et pour notre rapport à l'art de changer en fait de logiciel, enfin de plus avoir ce rapport finalement infantile et amenuisant à l'art.
qu'est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans la critique, dans la façon de porter de la critique, au lieu de faire du sociologisme, est-ce que c'est pas aussi un nouveau rapport à l'esthétique qui peut être mis en œuvre quand en fait on arrête de se taire et d'être sidéré devant une œuvre, et quand on développe la question critique, parce que sur la question de la cinémathèque, derrière, c'est une interdiction d'interroger les œuvres. Or, souvent, c'est quand même un des grands plaisirs quand on sort du cinéma, c'est quand même de parler et de s'interroger sur ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on en pense, si on est d'accord ou pas d'accord. Et c'est ça qui m'interroge, parce qu'il y a quelque chose qui devient anti-artistique, en fait, dans cette démarche de ne pas vouloir contextualiser les œuvres qu'on programme, ou ne pas vouloir faire ce dialogue entre la société. C'est eux qui censurent le dialogue de la société. Vous voyez ce que je veux dire quand ils disent, au fond, c'est pas discutable, on programme quelque chose, c'est un génie, on n'a pas à en parler. Pardon, j'ai été très longue. C'était un peu ce truc qui m'arrive là dans l'esprit. Que j'aurais aimé que vous puissiez mettre d'en avoir conscience. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse Oui, là, on touche au dur. Hein. C'est-à-dire que je dirais que en France, l'art moderne, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, est sous l'emprise de Sade. La figure prestigieuse de créateur, c'est Sade. Et il y a eu une sorte d'intériorisation, parce que je pense que historiquement, ça a été un moyen, au moment où s'est mis en place un mouvement d'émancipation des femmes qui faisait que comment dirais-je, les barrières habituelles ne marchaient plus. Il y a eu, s'est mis en place une vision de l'art liée à la violence. C'est-à-dire avec ce concept complètement dévoyé de transgression. Oui, entre autres, mais enfin bon, en veux-tu, en voilà. Hein. Donc, c'est constitué de façon, alors en général en plus implicite, hein, bien sûr, l'idée qu'une véritable œuvre d'art, c'est une œuvre d'art qui fait mal. Hein. Elle fait mal d'ailleurs d'abord aux actrices qui sont obligées de les incarner, hein, mais elles font mal aussi aux spectateurs, aux spectatrices, et il y a toute cette idéologie autour, vous savez, cette opposition entre le feel-good movie, mais parfaitement méprisable, et l'œuvre difficile qui vous fait mal. Hein. Bon, cette idéologie-là, elle s'est construite, moi je la vois comme un dernier rempart de la domination masculine dans l'art, où tout ce qui est féminin est associé au mélodrame, au rose, au feel-good movie, et est vraiment de l'art tout ce qui est dur, hein, tout ce qui fait mal. Bon, et c'est implicite. Le dernier tango à Paris, c'est exactement ça. C'est alors là, pour la petite histoire, il faut quand même savoir que Bertolucci est homosexuel et qu'au début, évidemment, c'est une histoire d'homosexuel en fait, mais comme il a compris qu'il ne pourrait pas sortir son film si c'était un jeune garçon, il a pris une femme. Hein. Et que cette sodomisation, évidemment, elle était tout à fait, comment dire, un fantasme de Bertolucci tout à fait personnel. Mais, si vous voulez, ce qu'il y a dans cette vision aussi bien des rapports sexuels, oui, c'est ça aussi. Un rapport sexuel intéressant, c'est un rapport violent. C'est pareil, la sexualité, elle est intéressante si elle est violente. Tout ce qui est de l'ordre du respect d'autrui, mais c'est... Ah. Non, mais dans la conception de l'art petite bourgeoise sur laquelle nous continuons à vivre, et en particulier dans le cinéma d'auteur, il y a une assimilation entre la création et le fantasme, une assimilation entre la sexualité et la violence, et évidemment, c'est des postures de domination. Hein. C'est l'idée que la créativité s'exprime à travers la domination. Voilà. La créativité s'exprime à travers la domination.
Donc tant qu'on est là-dedans, je veux dire, on n'est pas en démocratie, hein. On est en dictature. Et il y a enfin, c'est même pas véritablement une logique économique, et peut-être qu'on peut le pointer là, hein, parce que si on regarde le succès, par exemple, de La jeune fille en feu de Céline Sciamma, c'est un succès réel. Donc, en fait, la logique économique n'est pas première. Et ça, c'est quand même troublant dans un monde où l'argent compte beaucoup, en fait. Donc, il y a... L'exception culturelle. Oui. Nous sommes en France. Et en France, l'art fait partie de l'exception culturelle. C'est-à-dire que l'art n'est pas censé rapporter de l'argent. Et tout le système des aides publiques, en particulier de l'avance sur recette, c'est un système qui est fait pour que les films puissent se faire sans rapporter un sou. Il y a un rapport de je ne sais quelle institution, de la Cour des comptes, je crois, qui a constaté que 2% des films faits avec l'avance sur recette étaient remboursés. Donc en fait, c'est des avances, des aides publiques à la création, parce que chez nous, la création est supérieure. L'art n'a rien à voir avec l'argent. Et ce qui est terrible, c'est que cette notion dont on pourrait penser qu'elle est émancipatrice, hein, que l'art n'est pas à faire avec l'argent, ben elle s'est complètement retournée comme un moyen ultime de se serrer les coudes. Oui, ça pourrait être autre chose. Enfin, ça pourrait être autre chose. Hein. On est d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas forcément besoin de l'entrée des grands financiers pour que ça soit autre chose. Oui. Et après, monsieur le rapporteur. Peut-être je suis dans une approche plus sociologue du travail, sociologue du genre, donc il se pose la question des rapports sociaux, certes dans les arts, mais aussi dans la société. Et ce qui est frappant, c'est que même quand on n'est pas en train de se poser la question de l'œuvre, où tout ce qui a été dit fonctionne parfaitement, on peut avoir deux techniciens qui se comportent de manière strictement sexiste, le technicien par rapport à la technicienne, qui va lui mettre la main aux fesses, et en plus quand elle se plaint, on lui dit qu'elle l'a rêvé. C'est-à-dire qu'on a, nous, ce genre aussi de retour de cette personne qui est dans l'administration et à qui on dit, bon, toi, tu t'occupes des enfants, moi, je m'occupe de la programmation. Et quand elle ose parler autour de la programmation, on lui coupe la parole et on lui dit de rester à sa place. C'est-à-dire que derrière ces questions de violence sexiste sexuelle, il y a certes la question de l'œuvre, comme ça a été beaucoup discuté, mais il y a beaucoup de choses qui relèvent plutôt des conditions de travail et d'emploi quotidienne entre des personnes qui certes participent à l'acte créateur, mais pour beaucoup d'entre elles n'y participent que de très loin ou de manière secondaire, entre guillemets. C'est ce qu'on appellera les personnels de renfort ou les artistes. Et c'est pour ça aussi que dès qu'on fait nos enquêtes, quand on a l'occasion de les faire, c'est ça aussi qu'on révèle, au-delà des témoignages qu'on peut... Ben voilà, vous allez à l'Opéra de Paris, vous passez une journée, vous allez voir des témoignages, mais peut-être quand on y passe 6 mois, 1 an, on reconstitue les liens entre ces témoignages pour reconstituer des dynamiques beaucoup plus structurelles et explicatives. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, Madame Cellier, vous l'avez dit, et on l'a soulevé par rapport à la question de l'avance sur recette, du système actuel d'avance sur recette, on pourrait se demander si ce n'était pas quelque part un système de reconduction d'un modèle de film. Après, moi j'ai quand même l'impression que via l'avance sur recette, il y a quand même des nouveaux films qui sont extrêmement intéressants. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on regarde un petit peu les commissions d'attribution pour que justement la parité, des objectifs de réalisation genrée, enfin de réalisation féminine ou autre aussi, la diversité, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas tellement avancé non plus sur cette commission d'enquête, parce que à vous écouter, on pourrait être assez pessimiste. Moi, j'ai pas envie de l'être, sachant que le cinéma a aussi ce rôle d'être prescripteur de nouvelles façons d'être, d'une nouvelle vision de la société. Et est-ce que vous pensez que ces nouveaux auteurs, alors qu'ils ne seraient peut-être pas que réalisateurs, justement, si on vous a écouté tout à l'heure, parce qu'il y a les scénaristes, il y a les opérateurs et effectivement le compositeur de la musique du film, est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut voir émerger des nouveaux films prescripteurs, il y en a déjà d'ailleurs, de nouvelles pratiques, et que petit à petit le cinéma aussi se répare par ses propres films nouveaux? Oui, alors évidemment,
le système est plein de contradictions, c'est-à-dire que l'avance sur recette a à la fois permis aux femmes d'émerger à travers les films, parce qu'en fait, l'avance sur recette est un moyen de financer des films à petit budget. Et quand les femmes, à partir du mouvement d'émancipation des années 70, ont commencé à s'emparer des caméras, elles ont aussi, beaucoup d'entre elles, pu faire des films grâce à l'avance sur recette. Donc, et aujourd'hui, il y a des scénaristes et des réalisateurs et actrices racisés qui, grâce à l'avance sur recette, peuvent faire des films. Mais si vous voulez, le problème de ces commissions d'avance, c'est qu'il n'y a jamais aucune réflexion sur les stéréotypes genrés et les stéréotypes racisés, ou enfin, les stéréotypes. Il n'y a aucune réflexion dans ces... il y a exactement le même climat dans ces commissions d'avance, étant donné qu'il y a les mêmes gens, c'est normal. C'est des réalisateurs et actrices, c'est le monde du cinéma qui est nommé dans ces conditions, hein, qui choisit les films. Donc, il n'est jamais question d'analyser les représentations. Donc, c'est tabou. C'est tabou, pourquoi ? Parce que c'est une atteinte à la liberté de création. Parce que c'est peut-être aussi la remise en cause d'hommes puissants, enfin, et de pouvoir à l'intérieur du monde du cinéma. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point les affaires MeToo, et vous en parliez dans le monde du spectacle, du cinéma, sont considérées comme une somme de cas individuels qui ne remettent en rien en question le système d'organisation. Et ça, c'est comme si à chaque fois, et d'ailleurs ça interroge l'opinion publique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une actrice ou un acteur, mais plus souvent une actrice, qui parle très bien d'ailleurs, qui parle très fortement, très puissamment. Et alors là, il y a une empathie de tout le monde autour de cette parole. Et puis on arrête, puis après on repasse à une autre. Et puis, et ça, cette question du MeToo en pointillé, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à démêler ce truc dans cette commission, et j'espère qu'on en aura le temps, parce que vraiment j'ai l'impression de quelque chose qui est tellement enquisté que ça semble difficile quand même à faire sortir. Ce MeToo en pointillé dit tout de la stratégie de l'oreiller et de l'étouffement des interrelations et du caractère systémique de ces violences. Madame Buscato et Madame Legrain, vous faisiez comme ça parce que vous aviez envie de parler ou... Alors, Madame Buscato d'abord. Oui, je dis comme ça parce que vous aviez remué la main, je me permets. Alors, effectivement, il y a ce côté, chaque fois qu'il y a une affaire ou un cas qui va jusqu'au tribunal ou non, autour de prédateurs très connus et qui se sont répétés dans l'action légalement répréhensible. Mais j'ai constaté aussi, par exemple, quand on a sorti cet article dans The Conversation, qui est quand même un média intermédiaire, qui permet de passer de l'article scientifique illisible, parce que très long, avec la charge de la preuve, etc., à quelque chose de vraiment... Et donc vraiment, merci à The Conversation de faire ce travail-là, avec nous, de nous aider aussi à le faire. Les médias ont suivi avec des reportages d'ampleur. C'est-à-dire, on sortait justement du témoignage, on sortait du cas, et c'est des médias de tous les bords. Donc le public intéressé a accès à ces reportages. Ce qui, moi, m'étonne, c'est que les institutions culturelles, sectorielles ou non sectorielles, ont l'air de ne pas être au courant. Ce qui m'étonne d'autant plus que j'ai été régulièrement invitée par ces institutions publiques sectorielles chaque fois qu'il s'agit de parler de égalité femmes-hommes, la critique d'art genrée, puisque j'ai un peu écrit sur tous ces sujets avec des collègues, dont Hélène et Geneviève. Donc, c'est ça, vraiment, j'insiste, c'est là qu'on a... Et les médias, je trouve, sont là-dessus très... je fais leur éloge, parce que c'est pas seulement du travail ponctuel autour d'affaires, c'est aussi du travail de long terme que ne font pas aujourd'hui les institutions publiques dont c'est censément le travail. On n'a pas d'enquête scientifique approfondie sur les secteurs. Et quand j'ai voulu faire avec Mathilde Provençal et Sari Kartunen un livre, il y a une de mes thésardes qui est financée sur sa thèse sur la question de l'égalité femmes-hommes et qui a rajouté la question des violences de genre. Pour ce qui est de la France, en tout cas, une autre collègue qui a fait sa thèse sur le théâtre à Brooklyn
une collègue qui est en études japonaises qui a fait sa thèse sur le Japon. Enfin, mais on n'a rien de financé par... Et on n'a aucune demande, même d'intervention ponctuelle. C'est la première fois que j'interviens dans une institution publique pour parler de cette enquête et de nos travaux collectifs sur le sujet. Et je suis très étonnée parce que sur l'égalité femmes-hommes, ça n'a pas du tout été ce qui se passe et c'est toujours pas ce qui se passe. Je suis obligée de refuser des invitations toutes les semaines. Donc on est vraiment dans quelque chose, je ne sais pas, c'est tabou, les violences sexistes et sexuelles. Rien ne se passe du côté de faire des enquêtes scientifiques qui coûtent très très peu, mais qui peuvent quand même éclairer. Après, on discute, on débat. D'où, je pense aussi, tous ces collectifs sur les réseaux sociaux numériques et entre pairs pour essayer de faire monter la parole et de la faire atteindre les décideurs et les décideuses, on va dire décideuses aujourd'hui. Alors, je vous propose de poser vos deux questions ensemble, comme ça, il y aura une réponse à Madame Legrain et Monsieur le rapporteur. Oui, peut-être pour pousser à des perspectives positives. Je me souviens qu'on avait auditionné dans le cadre de la précédente commission d'enquête Iris Bray et qu'elle donnait des perspectives aussi en termes de... Vous avez parlé de la notion de liberté de création qu'on nous renvoie à la figure comme quelque chose qui comme si ça s'opposait en fait, liberté de création, liberté de programmation, etc. Et comme si ça s'opposait avec le fait de vouloir en fait quelque part réguler un système, vouloir... Et Iris Bray, elle disait, mais en fait, des nouveaux métiers comme coordinateur d'intimité, des nouvelles pratiques, c'est aussi des nouvelles pratiques professionnelles, pour vous rejoindre ce que vous disiez sur l'aspect sociologique. En fait, modifier la sociologie de la création, c'est aussi modifier les esthétiques. Et est-ce que, du coup, il y a des recherches et des enquêtes, ou est-ce que ce serait souhaitable, sur aussi... les à côté, justement, celles qui empruntent des chemins de traverse et commencent à faire d'autres types d'art et d'esthétique qui sont nourris des expériences aussi vécues, nourris du rejet de ce système ou de la volonté d'en construire un autre, et qui peuvent aussi peut-être montrer le chemin et montrer que... Enfin, voilà, nous donner des perspectives positives. Je ne sais pas si vous avez des conseils à nous donner. Alors, Monsieur le rapporteur, pour une question complémentaire, et on vous laisse la parole de conclusion. Réagir sur les propos de Madame Buscato. Moi, j'ai quand même l'impression que les institutions prennent en compte les choses. Par exemple, le CNM, ils mettent beaucoup d'argent sur, par exemple, les formations. Il y a attendez, oui, voilà, mais justement. Donc, c'est les questions qui sont dans leur... dans leurs compétences de faire de la formation et tout ça. Et ils ont mis les moyens et je trouve qu'ils ont plutôt quand même assez bien réagi. La question que vous soulevez, c'est une question peut-être plutôt française, c'est qu'à dire qu'on a toujours un peu de mal à faire des études scientifiques en sciences humaines. C'est toujours un petit peu, voilà. Bah, écoutez, si. Enfin, il me semble que les sciences humaines, on a du mal à dire il va falloir une étude universitaire. Vous en êtes la preuve. Donc, est-ce que justement, on pourrait bah si, vous en êtes la preuve, madame. C'est que vous avez du mal à trouver des fonds pour. Vous avez du mal à trouver des fonds pour faire vos appels, Alors peut-être qu'on... Oui, oui juste on l'a terminé. Et donc la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer le développement d'un certain nombre de chaires sur ces questions-là? Elles ne sont sans doute pas assez développées. Madame Cellier, vous nous dites que quasiment vous êtes la seule. J'imagine que dans d'autres universités prestigieuses françaises, on pourrait aussi avoir des études sur le cinéma et sur un autre aspect que l'esthétique enfin l'esthétique du cinéma et sur la sociologie du cinéma. Donc voilà, c'était ça ma question. Merci. Alors je vous propose de répondre à chacune votre tour et comme c'est la dernière prise de parole, vraiment de nous dire, de répondre et de nous dire le mot de la fin si vous le souhaitez. Difficile le mot de la fin, mais moi je dirais que oui, il y a les questions des enquêtes, certes, mais on sait très bien qu'il y a des domaines où il y a eu beaucoup d'enquêtes et ça n'a pas fait beaucoup avancer les choses. Moi je dirais que maintenant, concrètement, il y a des choses pratiques à mettre en place et c'est les ministères qui peuvent l'impulser. Alors on nous dit qu'il faut faire des formations, c'est très bien, mais avec quels moyens ? Et comment c'est fait ? On a des diplômes en art, en tout cas en art des vivants, on a des diplômes, on a des DE, on a des CA. On est en train de rediscuter en ce moment, justement, des contenus de ces diplômes. Donc, il faudrait penser à des formations au sein de ces diplômes, mais pas juste 1 heure de formation pour les nouveaux arrivants tout de suite, mais de véritables formations et qui impliquent les gens, c'est-à-dire qui soient aussi des espaces de réflexion sur ces problèmes-là. Tout ça, ça demande de réfléchir comment on fait pour les mettre en place, avec quels moyens,
parce qu'il faut payer aussi les gens, etc. Et je pense que ça doit être mis en place et pas juste imposer des formations que, je pense au conservatoire, ils suivent, mais c'est compliqué aussi pour eux de suivre à moyen constant, sans que les élèves n'aient nécessairement le temps, si vous prenez. Donc tout ça doit vraiment être pensé d'un point de vue extrêmement pratique, en lien avec le milieu professionnel. Et donc à la culture du viol, une culture de l'égalité et du respect. Ouais, c'est pas complètement simple, mais on entend vos recommandations. Est-ce que vous pourriez éteindre votre micro pour que Madame Buscato puisse allumer le sien? Allez-y. Merci. Je me suis peut-être mal exprimée. Alors, il n'y a pas de souci. Ben, c'est bien. Depuis une vingtaine d'années, je travaille donc avec d'autres, en France et à l'étranger, sur la question des inégalités femmes-hommes dans les arts. Et nous sommes d'abord financés par notre poste notre position de fonctionnaire. Et puis, pour avoir les moyens de faire des entretiens, des observations approfondies, de faire des liens entre les différentes littératures, de se rencontrer en France ou à l'étranger, nous participons à des appels à projets où il y a peu d'argent, mais ça suffit. Et ces projets, et depuis 20 ans, j'ai pu participer à différents appels, mes collègues aussi, qui peuvent être initiés par le CNRS, par le ministère de la Culture, par des fois le Centre national de musique ou l'équivalent. Et sur les inégalités femmes-hommes, on continue à avoir cette impulsion. Donc non seulement, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait nos enquêtes, on en partage les résultats, et évidemment les acteurs et les actrices se les réapproprient, se posent la question des interventions, des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Et ce qu'on a pu constater en une vingtaine d'années, en tout cas moi j'ai pu le constater par les retours que j'ai obtenus, c'est que progressivement on est passé de les femmes arrivent, ça va se faire, les jeunes c'est pas comme les vieux, ils sont tellement ouverts et tellement transparents, à on va mettre en place de la discrimination positive, on va financer de manière ciblée, on va aller dans les écoles et s'assurer que les jeunes femmes sont bien traitées. Et progressivement, on a une féminisation qui s'est en partie mise en place. Je dis bien en partie, parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sexués, péjoratifs, et beaucoup d'inégalités. Sur la question des violences sexistes et sexuelles, beaucoup de formations, le terrain nous dit que ça ne sert strictement à rien, parce qu'en fait, on parle beaucoup, mais les gens savent très bien ce que c'est une violence sexiste et sexuelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation pour savoir que le harcèlement sexuel, c'est inacceptable. Que quand on fait une blague sexuelle, ça met une femme en difficulté et que c'est particulièrement désagréable à vivre. Fondamentalement. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, ce que nous disent les retours de terrain, parce qu'avant de venir ici, j'ai demandé, pas seulement sur l'opéra, mais sur d'autres terrains, que fondamentalement, on passe 2 heures, on est formé, et si tout le monde continue à faire des blagues sexuelles, on trouve ça très drôle, mettre la main aux fesses d'une technicienne, ou l'exclut parce qu'elle n'est pas assez rigolote, c'est tellement plus drôle d'être entre garçons, ça continue. Parce qu'il n'y a toujours pas de possibilité de dénoncer autrement qu'en passant pour la pénible avec laquelle on n'a plus envie de travailler, ou le pénible qui est galère. Moi, j'ai des hommes alliés qui disent mais je me tais parce que sinon mes potes ils comprennent pas et ils veulent plus jouer avec moi. Donc voilà, et c'est là où je dis l'enquête scientifique pourrait aider à mettre à plat les dynamiques à l'Opéra de Paris, dans le cinéma, à la Cinémathèque. Bon, allez voir pourquoi il y a cette main mise par certains ou certaines à Radio France ou ailleurs pour après lancer une discussion comme ça a été fait sur les inégalités femmes-hommes. Et pour l'instant, je ne vois aucun appel à projet scientifique où certaines de mes collègues répondraient. Je ne vois aucune incitation à venir témoigner, discuter, présenter des travaux, même quand ils existent, comme celui sur l'opéra, qui est un des premiers. Et je vous dis, on continue à travailler avec notre intérêt sur le sujet, mais je ne vois pas d'appel des institutions publiques. Ça pourrait être une des choses à faire. Ouais. Au-delà de l'argent mis dans des formations, des protocoles et des chartes qui, pour l'instant, ne semble pas être très très efficace pour ce qui est de réduire les violences sexistes et sexuelles et permettre la dénonciation. Merci. Moi, je mets juste un petit bémol. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache véritablement ce qu'est du harcèlement sexuel et des violences sexuelles. Et je pense, c'est pour avoir été moi-même formatrice, on découvre quand même beaucoup d'ignorance autour de ce sujet. Donc j'entends que c'est sans doute lié à la mauvaise volonté aussi, mais il faut sans doute aussi acter ça. Et aussi surprenant, cela puisse-t-il paraître. Madame Cellier, peut-être pour un mot conclusif. Oui, alors vous avez évoqué la question des postes. Bien sûr, si vous voulez, l'université, et en particulier
dans les départements de ce qu'on appelle les humanités, a freiné des 4 fers depuis que ça existe, l'émergence des études de genre. Pour cette question, parce que c'est une offense au génie créateur. C'est une mentalité qui est extrêmement ancrée. Hein, depuis la scolarité, je veux dire, le fait que le génie créateur a droit à un culte et pas autre chose, et sûrement pas une critique, c'est quelque chose qui traverse totalement notre culture. Bon, donc, moi je constate que dans la jeune génération, donc de mes anciens étudiants, puisque je suis à la retraite, ces questions-là sont devenues beaucoup plus évidentes. Mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à avoir des postes. Justement, okay. Parce que vous savez, l'université française, les postes se font selon un mode féodal. Je vous remercie parce qu'après, juste après vous, nous auditionnons des actrices qui vont sans doute avoir une parole extrêmement concernée sur la question. Donc, je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions qui pourraient notamment concerner les législateurs que nous sommes pour améliorer les choses. Vous pouvez nous envoyer tout document par écrit, y compris vos travaux, même si nous les avons lus, mais vous pouvez peut-être, si vous avez l'impression qu'un de vos travaux est très important à éclairer la commission, n'hésitez surtout pas à nous le renvoyer. Et nous, peut-être reviendrons-nous vers vous au cours des travaux de cette commission qui se poursuivent grosso modo jusqu'à fin février et le rapport sera publié en avril. Merci vraiment infiniment à vous et pour votre travail, votre abnégation et votre persévérance. À bientôt.